On va envisager juste un peu rapidement, vous allez voir, cette introduction historique est pas complètement inutile puisque ça va vous permettre de rentrer dans la partie technique de tout ce qui est les protocoles blockchain. Parce qu'en fait, ce sont des problématiques qui sont assez récentes. Vous voyez, cette révolution du transport de la data numérique, ce transport des communications numériques, c'est l'Internet. Et l'Internet, ça date de quand? Eh bien, les premiers tests 1969, l'ARPANET, c'est le premier réseau qui était expérimental à l'époque de transfert de paquets numériques. À l'époque, c'était des transferts par câble d'un ordinateur vers un autre ordinateur. Oui. Bah, si vous n'avez pas de questions. Ah oui, pardon, je vais peut-être vous remettre. Voilà, je vous remets ma caméra. Euh, voilà, 1969, donc on a ce premier réseau ARPANET qui est mis en œuvre aux États-Unis. Et ce réseau ARPANET, très rapidement, va devenir le réseau Internet. Internetwork. The Internet, le réseau Internet. Et c'est quoi ce réseau Internet? Eh bien, ce sont des réseaux informatiques qui sont indépendants, des réseaux militaires, des réseaux de recherche, des réseaux universitaires, des réseaux d'entreprise. On va interconnecter tous ces réseaux avec une norme commune de télécommunication. Et cette norme commune, c'est TCP/IP. TCP/IP, c'est Transfer Control Protocol. Ça, vous connaissez peut-être pas. Par contre, IP, Internet Protocol. Et c'est la version 1, 1973. Depuis 1973, des humains utilisant des matériels et des réseaux de communication électronique différents sont capables de communiquer avec cette norme commune. 1973, vous voyez, ça a à peine 50 ans. Or, bien sûr, lorsque vous êtes en 1973, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas grand monde qui était équipé de matériel permettant de faire cette communication électronique. Et la grosse révolution qui est arrivée derrière, ce premier ordinateur personnel, vous voyez, 1980, ça a même pas 40 ans. Cette capacité d'une personne, d'un individu, c'était assez cher à l'époque, hein, je ne vous le cache pas. Le premier IBM PC, les premiers Macs sont arrivés assez rapidement derrière. Eh bien, pour la première fois, nous avions, nous, individuellement, nous, humains, une capacité à traiter de l'information. Alors, les disques durs n'étaient pas très, très performants à l'époque, hein. On avait des systèmes de disquettes un peu souples, des floppy disques en 3 pouces et demi, je vous passe les détails, c'était assez marrant. Ça a complètement explosé depuis, mais la capacité réelle, commercialisée, à traiter de l'information et potentiellement à communiquer via les réseaux de communication électroniques sur une base individuelle, c'est 1980. La révolution suivante, vous voyez, est encore arrivée à peine 10 ans plus tard, le début de la transmission téléphonique numérique de manière mobile, sans fil, toujours par ces réseaux de communications électroniques. Eh bien, c'est pas très vieux. 1991, le GSM, qu'on appelle aujourd'hui la 2G, eh ben, c'était il y a à peine 30 ans. Voilà. Maintenant qu'on a vu ce petit rappel historique, maintenant, on va prendre les choses dans un autre sens. On va regarder la blockchain, comment ça marche. Alors, pour comprendre la blockchain, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une information, un réseau de communication, il y a un dernier point. Alors, je sais que c'est pas très très drôle à évoquer, mais c'est assez central dans la compréhension des protocoles blockchain. C'est ce que c'est qu'un protocole informatique. Et comme on a vu la dernière fois la notion de base de données, de titulaire des droits sur le contenu d'une base de données de producteurs, vous allez voir, c'est comme ça qu'on comprend la différence entre un protocole centralisé de stockage ou de transfert d'informations et un protocole réseau en peer-to-peer. Parce que c'est ça le cœur de la problématique à laquelle les protocoles blockchain peuvent répondre. C'est quoi un protocole informatique centralisé? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir un ordinateur avec un disque dur qui serve de master. C'est votre original. Vos informations, votre carnet d'adresses, les informations de votre carnet d'adresses vont être enregistrées dans le disque dur, mettons, de votre ordinateur ou de votre téléphone. Donc, vous avez bien un master. Et ce master, vous allez essayer de le sauvegarder, faire des backups. Donc, vous allez faire des copies. Mais vous allez avoir dans cette notion de protocole centralisé un master qui est original et des copies. Vous en ferez une, vous en ferez deux, vous les ferez régulièrement. Le problème de la copie, de tous ces protocoles informatiques centralisés, depuis que nous avons des operating systems et des gros systèmes informatiques, c'est toujours ça. On a un master et après, on fait des copies qu'on va essayer de dater quand même, puisque
L'intérêt, si on perd, si j'efface mon disque dur aujourd'hui ou quelqu'un m'efface mon disque dur, l'intérêt, c'est que je récupère le contenu de mes données, si possible, pas trop anciennes. Sinon, j'aurais perdu du travail, j'aurais perdu des informations. Donc, vous voyez, déjà, on a le problème de la traçabilité des copies et les problèmes d'horodatage. Quelle copie va servir de preuve? Est-ce que la copie d'il y a 3 semaines est pertinente sur une information que j'aurais enregistrée hier et que j'aurais perdue aujourd'hui? Et pour ça, de manière traditionnelle, les protocoles informatiques centralisés fonctionnent avec des tiers de confiance. Et cette notion de tiers de confiance, c'est je vais demander à quelqu'un de me conserver quelque chose, éventuellement je vais le payer pour ça, de manière à ce qu'il me conserve cette information. Pour en revenir à une problématique plus juridique, à laquelle vous serez certainement sensible, c'est quoi cette notion de master, cette notion de base de données centralisée? Vous voyez là, on arrive déjà à la notion de base de données. Eh bien, c'est quoi? C'est moi, moi, entreprise, je vais considérer que les informations de mes salariés, de mes collaborateurs, c'est moi qui vais les enregistrer dans mon système d'information. Donc, je vais être le producteur du contenu de cette base de données. Et je vais décider que c'est cette base de données-là, cette originale, ce master, qui va faire foi contractuellement, soit dans les rapports avec mes salariés, soit dans les rapports avec mes clients, mes prospects, mes fournisseurs, avec mes lecteurs, éventuellement, si je suis une entreprise de presse. Mais on est bien sur cette notion de c'est à moi, c'est là, et c'est ça qui sert de référence. Eh bien, c'est ça la révolution que va permettre de mener un protocole blockchain. Et pour vous le rendre très concret, on va rentrer dans la technique. Le problème de la blockchain, la manière dont va fonctionner un protocole blockchain. Moi, je suis Madame A et je veux envoyer un message à Monsieur B. Ce message, c'est quoi? C'est un compte rendu d'activité, c'est un diplôme, c'est une température, c'est un token de ce que vous voulez. C'est un certificat fiscal, parce que je montrerai ça tout à l'heure, l'administration fiscale en France est en train de réfléchir, fait plus que réfléchir sur l'adoption d'un protocole blockchain pour certaines déclarations fiscales. C'est trop magnifique. Donc le concept de base, et c'est pour ça qu'il faut sortir du Bitcoin, le concept de base, c'est moi A, j'ai un message, une information à transmettre à B. Donc je vais l'organiser de manière électronique, on le verra tout à l'heure, ça c'est très bien. Le En blockchain, si on veut le tourner autrement, voilà, le message, c'est celui qui va avoir un terminal. Moi, j'ai un terminal, je vais envoyer une information, un message au profit d'un serveur, un nœud. Voilà, c'est comme ça que fonctionne une blockchain. Et ce serveur, le premier rôle du serveur dans un protocole blockchain va être de recevoir le message d'un terminal qui lui est affecté. Voilà, il y a des nœuds qui vont avoir un certain nombre de terminaux. Le nœud va recevoir le message, ok. Et la première chose qu'il va faire, il va distribuer ce message au profit de l'ensemble des autres nœuds de la chaîne. Voilà. Donc là, vous avez une illustration d'une chaîne qui fonctionnerait avec 5 nœuds, vous voyez, 5 serveurs, puisqu'on va en venir ensuite à la nature technique de ce que c'est qu'un nœud, ce ne sont jamais que des serveurs. Et en fait, donc, vous connectez un terminal par un réseau de communication électronique à un serveur, le serveur reçoit un message et tout de suite va transmettre ce message sans y toucher au profit de l'ensemble des autres nœuds participants à cette chaîne, à ce réseau, diraient les professionnels aujourd'hui. Donc, vous voyez, si on veut bien le concevoir simple au départ, déjà un terminal, un serveur, j'envoie des messages. La manière dont fonctionnent aujourd'hui les protocoles blockchain, on va y arriver, quand on dit que c'est un protocole en peer-to-peer, c'est tout à fait exact, mais ce sont les nœuds, ce sont les serveurs qui sont en mode peer-to-peer. Parce que d'un terminal, vous voyez en haut de cette illustration, un terminal ne va pas, va pas se connecter directement à un autre terminal, ce sont les serveurs qui vont assurer ce rôle de relais et de conservation. Donc ce sont bien les serveurs qui sont en peer-to-peer, donc, on pourrait dire que c'est du peer-to-peer indirect, ce n'est pas du peer-to-peer end-to-end, c'est-à-dire de chaque terminal à chaque terminal, le rôle du transfert de l'information va passer nécessairement par ces serveurs qui, eux, centralisent et, eux, redistribuent les messages donc au profit des autres serveurs, donc au profit des autres terminaux. Voilà, une fois qu'on a cette notion de message, là, on va passer à la deuxième étape, qui est la notion de bloc. Excusez-moi, la manière dont fonctionne le protocole blockchain, voilà, ça a été conçu comme ça, c'est que les messages, au lieu d'être diffusés, alors je vous ai montré dans la slide d'avant, les messages sont envoyés à tous les nœuds, à tous les serveurs. Très bien.
Et la deuxième étape, c'est qu'une fois que moi, quand je suis un serveur, je vais recevoir des messages, eh bien, tous les messages que je reçois, je vais les mettre dans des blocs. Voilà, je vais avoir une base de données qu'on va appeler un bloc, et cette base de données va avoir une taille très définie. Mettons que chaque bloc peut contenir, je vous dis n'importe quoi, 100 messages. Eh bien, moi, opérateur de cette blockchain, moi, nœud, serveur, je vais remplir des blocs de messages. Et si un bloc comprend 100 messages, une fois que j'ai 100 messages dans un bloc, je vais verrouiller ce bloc de messages. Voilà. Et cette opération de je suis un nœud, je suis donc un serveur informatique, je reçois des messages, je les mets dans des blocs, cette étape s'appelle le minage. Puisque bien sûr, on va voir l'intérêt de remplir des blocs de messages, c'est ensuite de sécuriser, bien sûr, la réception des messages et bien sûr ensuite le fait de conserver ces messages dans des blocs. Voilà, c'est l'opération du minage. Et pour le finir, j'allais dire de manière conceptuelle, une fois que moi, j'ai rempli un bloc de messages et que j'ai verrouillé ce bloc de messages, eh bien, je vais simplement transmettre ce bloc de messages à l'ensemble des autres nœuds du réseau ou de la chaîne. Et comme tout le monde aura tous les blocs de messages, eh bien, chacun va lier ce bloc de messages au bloc de messages que tout le monde détenait, que tous les nœuds détenaient auparavant. Et donc chaque nœud va détenir une chaîne de blocs de messages. Voilà, le concept d'un protocole blockchain, c'est juste ça. J'ai des messages, je les mets dans des blocs, je verrouille le bloc, je partage les blocs à égalité au profit de tous les membres d'une chaîne ou d'un réseau, disent les professionnels. C'est ça, aujourd'hui, un protocole blockchain. Alors, pour rentrer, parce que c'est quand même techniquement un tout petit peu plus compliqué que ça, voilà, vous avez plusieurs manières d'appréhender cette notion de protocole peer-to-peer, mais vous voyez que les blocs sont échangés comme chaque message par l'ensemble des nœuds. Alors conceptuellement, on appelle ça des pairs. Les peers sont ceux qui envoient les informations, sont les terminaux, qui envoient ça sur des nœuds, qui sont les serveurs. On échange les blocs et au final, tous les pairs peuvent accéder à tous les messages qui sont dans tous les blocs qui ont été partagés par tous les nœuds. Et vous allez voir, donc, vous voyez donc à nouveau cette synthèse, on est bien dans un protocole logiciel d'échange et de stockage sécurisé de messages numériques. Vous voyez, c'est vraiment ça le concept de base. Et le gros intérêt, et on va rentrer petit à petit dans la technique, pas à pas. L'intérêt, c'est cette garantie d'immuabilité qu'offre la blockchain. On va voir techniquement comment ça marche derrière, mais c'est quoi? C'est je participe à une chaîne, les messages sont verrouillés, sont sécurisés et ils sont mis dans des blocs qui eux-mêmes sont verrouillés et sont sécurisés. Et comme tout le monde peut plus ou moins lire ou accéder à l'information, eh bien, on va la répartir de manière extrêmement sécurisée. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'un message est reçu par un nœud, que le message a été mis dans un bloc, ce bloc ne peut plus être modifié. Et c'est la grande utilité des protocoles blockchain, c'est cette fameuse garantie d'immuabilité. Et je vais sortir un bref instant de mes illustrations avec le dernier Troyen ou avec Néandertal. Voilà, c'est la métaphore la plus simple pour résumer un protocole blockchain, c'est un grand livre de comptes, de transactions, d'informations qui est inaltérable et qui est partagé à égalité par tous les membres. Voyez, et là, vous avez ce petit roi devant cet immense livre. Eh bien, oui, aujourd'hui, la chaîne Bitcoin, c'est quoi? C'est un livre où chaque Bitcoin est tracé depuis son émission et chaque transfert de chaque Bitcoin est tracé de manière historique, de manière inaltérable. C'est ça la chaîne Bitcoin. Ce sont ça les protocoles blockchain. Une traçabilité complète de toutes les informations émises, transmises et reçues dans un réseau, dans une chaîne, dans une blockchain. Je reviens à cette notion de master parce que conceptuellement, tout ça c'est de la conception intellectuelle et on va en venir aux problématiques vraiment logicielles un peu plus tard. Vous voyez l'intérêt de ce système, c'est qu'au lieu d'avoir un master avec des copies, là il n'y a plus
d'original, il n'y a plus de pièce centrale, il n'y a plus un élément de confiance. La confiance dans l'information va être répartie entre tous les membres d'une même chaîne. On va bien parler des nœuds et des serveurs, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui bosse, hein, il faut bien qu'il y ait des mineurs qui fassent ce boulot de répartir la confiance. Et on va considérer qu'il n'y a plus besoin d'avoir un master, un élément central, et que le fait que l'information soit accessible par tous les nœuds de manière équivalente en quasi temps réel, eh bien, on va dire que ça crée plus de confiance sur la réalité de l'information ou des messages échangés. Ça marchera beaucoup mieux que le fait d'avoir un original central qui est sous la domination, entre guillemets, d'une seule des parties. Et c'est ça la véritable révolution du peer-to-peer dans ces protocoles blockchain. C'est que l'information vaut la même chose pour tout le monde parce que l'information est répartie à égalité au profit des membres d'une même communauté, hein. Le tout, c'est d'adhérer à cette communauté. Et l'intérêt technique très, très concret d'un protocole blockchain, c'est que si vous connectez, bon, là vous avez l'exemple de 5 nœuds aujourd'hui, la chaîne Bitcoin, c'est plus de 50 000 nœuds. Si vous avez un nœud qui arrête de fonctionner, donc ce nœud ne pourra plus recevoir de l'information de ses pairs, ne pourra plus en transmettre, il recevra plus d'informations des autres nœuds. Ok, imaginez votre ordinateur tombe et se casse, votre nœud ne fonctionnera plus. Par contre, le système va continuer à fonctionner aussi bien pour l'ensemble des autres membres de la même chaîne. Ce qui fait que vous, le jour où vous rétablissez votre nœud, vous récupérez un autre ordinateur, vous vous reconnectez à un protocole blockchain, eh bien, vous récupérez vos informations précédentes, puisque tout le monde en dispose. Vous aurez peut-être perdu 24, 48 heures d'informations que vous auriez pu recevoir ou vous auriez pu émettre, ok. Mais les autres, eux, ça fonctionne de manière équivalente, sans arrêt du système. Donc ça, en termes informatiques, vous minimisez de manière assez exceptionnelle le risque de perte d'information. Vous n'aurez jamais 100%, 100% en informatique, ça n'existe jamais. Et d'ailleurs, dans le monde réel, une garantie à 100%, ça n'existe pas non plus. La preuve, je suis arrivé en retard ce matin, comme quoi tout arrive. Mais vous voyez, l'idée technique qui est vraiment révolutionnaire dans ce protocole blockchain, c'est que eh bien, si un des éléments est en panne, le système ne s'arrête pas. Le système continue de fonctionner au profit des autres membres. Et si vous avez 500 nœuds et qu'il y en a un qui tombe, eh bien, le système va continuer à fonctionner à l'identique, sans aucune interruption de service, au profit des 499 autres participants à cette chaîne. C'est quand même assez génial. Et donc, ça permet, au final, pour nous juristes, d'avoir la preuve d'une information par partage. Eh bien, on va considérer que l'information a une valeur, pas au sens monétaire, mais que cette information, elle est reconnue, elle est crédible, elle peut servir de preuve, parce que tout le monde s'est mis d'accord pour la partager et non pas pour la garder de manière centralisée dans un, ouvrez les guillemets, dans un master, dans un original, dans une base de données de référence qui serait contrôlée par une partie ou vérifiée par un tiers de confiance. C'est ça la révolution blockchain. Ouais, c'est quand même assez conceptuel. Alors, un début de définition pour s'y retrouver, les professionnels aiment bien dire que les blockchains sont des, je cite, des protocoles de registre décentralisés avec ou sans permission. J'avoue qu'au début, quand moi, on m'a donné cette définition, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Donc, un protocole, ok, c'est une organisation. Un registre, c'est une base de données pour des gens dans l'informatique. Ça va être un registre, ça va être une base de données d'enregistrement. Décentralisée, c'est le fait qu'elle soit distribuée ou répartie. Et avec ou sans permission, c'est qui peut écrire, qui peut lire. Voilà. Pour le résumer avec une vision plus juridique, et là, si vous regardez en bas à gauche, vous commencez à voir mes pictos avec public, privé. Et je vais commencer à vous éclairer en vous montrant que blockchain privé, blockchain public, on verra ce que c'est de manière assez détaillée, ne vous inquiétez pas. Eh bien, dans les deux cas, ça marche de la même manière. C'est quoi aujourd'hui un protocole blockchain? C'est un logiciel et une base de données partagée. Et les deux permettent de s'échanger des informations entre membres. Et ces informations, l'historique de ces informations notamment, ce seront des messages. Et ces messages peuvent être des échanges de Bitcoin, des certificats fiscaux,
des codes-parts de propriété sur des œuvres, je vous montrerai, ou des messages purement techniques comme des messages météo, des données de température. Je vous montrerai ça un peu plus loin. Mais retenez ça, c'est du logiciel plus une base de données qui vont être partagées entre les membres d'une même communauté qu'on va appeler un réseau dans cet univers des protocoles blockchain. Voyez, j'ai préféré vous donner d'abord une sorte d'aperçu un peu général parce que c'est quand même pas d'une simplicité, limpide, hein. Je bosse sur le sujet depuis 4 ans. J'ai eu beaucoup de temps à essayer de l'intégrer, mais maintenant, pour vous le rendre plus concret, on va voir à quoi ça sert et ensuite on ira voir, comment ça se gère, juridiquement ou quel est l'intérêt plus technique de ces protocoles. Alors à quoi ça sert? Donc on l'a vu tout à l'heure, si on veut bien le réfléchir avec un tout petit peu de hauteur de vue, ça permet de savoir avec une très grande certitude si toutes vos données sont horodatées, si les messages sont verrouillés, si les blocs sont verrouillés, si tout le monde a les blocs avec tous les messages, eh bien la science, numérique, la science informatique va nous permettre de savoir qui a écrit quel message. Donc ça va être le quoi et quand. On va horodater l'expédition des messages, leur stockage et bien sûr, on peut donc, horodater leur consultation. Qui va accéder à quelle information et quand? Tout ça avec une très, très grande certitude. Et vous allez voir là, cette série de slides, avec, Néandertal, souvent qui va revenir. C'est quoi l'intérêt d'une blockchain? Alors, je vous ai mis plusieurs exemples. Vous avez bien sûr Bitcoin. Et bien dans la chaîne Bitcoin, dans la blockchain Bitcoin, eh bien, on sait avec certitude que tel portefeuille a reçu telle quantité de crypto-monnaies, de tokens, vous l'appelez comme vous voulez, et que telle quantité de tokens est repartie tel jour, telle heure au profit de tel destinataire. Ça marche de la même manière sur la chaîne Ethereum. Alors là, vous avez mon illustration sur Libra. Je vous toucherai un mot sur Bitcoin et Libra probablement la semaine prochaine. Libra, qu'on nous a annoncé au mois de juin 2019, Libra a du mal à se développer. Mais vous avez plein d'autres crypto-monnaies ou tokens comme ça qui fonctionnent, qui existent, qui sont plus ou moins connus. Vous avez le Ripple, vous avez le Litecoin et vous avez le DeepOnion. Alors j'en ai pris un exemple, il y en a plus de 400 ou plus de 600, mais tous fonctionnent selon le même concept. J'ai organisé des nœuds, je suis un père, j'ai un terminal, je veux transférer tel token au profit de telle personne. En fait, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais j'ai des numéros de wallet, j'ai des numéros de porte-monnaie électronique. Eh bien, je vais ancrer cette transaction. Je vais enregistrer le transfert de cette information dans le protocole blockchain. Et une fois que le fait que je dise je te passe 3 Ripple à toi, Madame B, eh bien cette information va être enregistrée de manière immuable dans la blockchain, ce qui va permettre de faire de la traçabilité, d'avoir une grande certitude sur la réalité de ce transfert. On y viendra un petit peu plus tard. Euh, mais je ne vais pas vous parler de crypto-monnaie parce que c'est une manière de polluer la réalité dont aujourd'hui les entreprises notamment se servent des protocoles blockchain. Moi, je vais vous parler du fond de l'intérêt de cette technologie qui sont les problématiques de traçabilité et de certification. Alors, ça ne donne pas trop envie dit comme ça, mais dans un premier temps, je ne vais pas vous parler de tokens, je ne vais pas vous parler de crypto-actifs, je ne vais pas vous parler de smart contracts. En plus, je vous montrerai ce que c'est. Franchement, c'est du flan, mais juridiquement, hein, c'est n'importe quoi, mais on verra après, on verra un peu plus tard. On va rester sur cette notion de traçabilité et de certification. L'intérêt, vous le voyez sur cette illustration, l'intérêt d'un protocole blockchain, c'est de savoir qui a écrit quoi et quand. Je suis un agriculteur, j'ai récolté des produits, j'envoie ces informations dans une blockchain. Je vais les mettre dans des barils, dans des entrepôts, je vais envoyer l'information dans la blockchain. Cette matière première, quelle qu'elle soit, je vais la confier à un transporteur. Le transporteur va envoyer, c'est bien, j'ai pris en compte telle quantité de tel produit à telle heure. Je les ai transportés à telle vitesse. Je les ai livrés dans une usine à telle heure. Toutes ces informations vont partir dans la blockchain. Je suis l'usine qui va transformer ce produit. Eh bien, je mets ces informations. Tel jour, telle heure, j'ai fait tant de produits, je les ai stockés là. Ensuite, cette information peut être celle fournie également par un autre transporteur, le bateau. Et on peut aller comme ça jusqu'à la chaîne quasi finale du magasin qui reçoit un produit et qui va le commercialiser au profit des consommateurs que nous sommes.
Tous ces messages, quelle que soit la nature de l'information, on va tout ancrer. C'est le terme que prennent les gens qui font un peu de technique. On ancre ces informations dans la blockchain. Ça reste peut-être encore un peu abstrait pour vous. Vous allez voir, je vais devenir de plus en plus concret. Vous imaginez, vous êtes un industriel, vous fabriquez allez, des yaourts. On va prendre cet exemple de base. Donc, vous êtes une marque de yaourt, vous vendez des yaourts dans la grande distribution, dans des épiceries, où vous voulez. Vous avez des fournisseurs. Vous avez ceux qui vont vous fournir le lait, vous avez ceux qui vont vous fournir l'emballage du yaourt, ceux qui vont vous le couvrir, votre yaourt, avec l'opercule en métal, en plastique, en ce que vous voulez. Les yaourts, ils vont être transportés d'une usine à une autre, ils vont être transportés par des bateaux, ils vont aller jusqu'à des centres de vente. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la supply chain. C'est comment moi, industriel, dans l'alimentaire, dans le domaine que vous voulez, j'ai des fournisseurs qui vont me permettre, des fournisseurs, des usines à moi, je vais demander à tout le monde de m'envoyer de la data, des informations, et pour être sûr de bien les recevoir et que ce soit transparent pour tout le monde, je vais demander à tout le monde d'envoyer ces informations dans une blockchain. On va reprendre l'exemple du yaourt. Et vous voyez dans ce, alors vous avez Néandertal, lui, il nous écoute attentivement. Vous voyez dans le picto en bas à gauche, en production. Là, ce que je vais vous montrer, ça existe, ça fonctionne, c'est utilisé pour de vrai. C'est ce qu'on appelle en production. On va prendre l'exemple du yaourt. Eh bien, voilà, moi je suis le producteur de lait. Eh bien, j'ai tant de vaches, éventuellement les vaches sont individualisées, elles ont été traites tel jour à telle heure, elles ont brouté dans tel pied, dans tel pré, pardon. Toutes ces informations, je les envoie avec mon téléphone, avec ma tablette, avec mon ordinateur, j'envoie avec des formulaires tout pré-remplis, tout va bien. J'envoie ces informations dans la blockchain. Ah, aujourd'hui, j'ai récupéré 1700 litres de 19 vaches qui ont été dans tel pré, tel pré, tel pré. Eh bien, le 8 mai à 6h41, j'ai envoyé ces informations dans la blockchain. Le transporteur qui va venir récupérer ce lait va récupérer des tas d'informations. J'ai bien été tel jour, à telle heure, à tel endroit. J'ai récupéré tant de quantité de lait de monsieur truc, de l'exploitation machin. Je les ai mises dans un camion frigo. Je vais vérifier la température. Le camion va envoyer des informations sur la température de conservation du lait depuis le remplissage de la cuve jusqu'au moment où la cuve va arriver dans une usine. Eh bien, l'usine va dire: j'ai reçu de tel camion, tel jour, à telle heure, telle quantité de lait. Ce qui fait que s'il en manque, on va le détecter. Vous voyez, c'est ça l'intérêt du protocole blockchain. Et tous les participants à la chaîne vont envoyer des informations relatives aux produits concernés, par exemple ce pot de yaourt. Ce qui fait que je peux suivre, moi industriel, vendeur de yaourt, je peux suivre et donc tracer de manière relativement sûre tous les éléments d'un produit, depuis sa conception, depuis sa fabrication, jusqu'à sa vente dans un magasin, puisqu'il suffit que la caisse enregistreuse de mon magasin me dise: ah, tel pack de yaourt composé des pots 1, 2, 3 et 4 du lot machin ont été vendus tel jour, telle heure, à tel endroit. Et vous pouvez comme ça, quand vous avez organisé intelligemment, c'est pas très simple encore, mais sur le principe c'est ça, vous avez organisé la collecte d'informations depuis le départ de la conception et de la fabrication de votre produit jusqu'à sa vente. Aujourd'hui, les blockchains, ça sert à ça. Donc vous avez fait de la certification de l'information et vous tracez votre information du début jusqu'à la fin. Voyez, on est toujours dans cette partie à quoi ça sert. Ça peut être une nouvelle manière de communiquer puisque j'ai plein d'informations, moi, entreprise, que je vais avoir dans une blockchain. Je vais peut-être pouvoir m'en servir pour communiquer des informations de manière extrêmement fiable au profit de mes salariés ou peut-être au profit de mes consommateurs, puisqu'il suffit de scanner un produit dans une caisse ou d'avoir enregistré un user via un terminal. S'il donne son consentement, eh bien, je vais pouvoir lui adresser directement des informations. Vous voyez, cette notion de j'informe le consommateur, pour prendre cet exemple complètement décorrélé de Bitcoin, eh bien, comme moi, industriel, j'ai reçu des tas d'informations de gens qui m'en ont expédié, qui vont être tous mes fournisseurs, eh bien, je peux décider que le consommateur sera lecteur destinataire d'un certain nombre de ces informations que j'aurais moi choisi, moi industriel, eh bien, je vais donner un droit de lecture sans permission. Pour vous donner un exemple très concret, il y a aujourd'hui une blockchain qui existe sur des pots de miel. Vous allez dans une marque de supermarché, vous avez un QR code, vous prenez votre appareil photo,
vous flashez le QR code, eh bien, vous avez de l'information qui vous est transmise directement depuis une blockchain sur votre terminal. Vous avez donc un droit de lecture sans aucun problème sur des informations qui ont été sélectionnées par le maître de la chaîne, entre guillemets. Ces informations viendront directement, après tri, bien sûr, de la blockchain de laquelle l'ensemble de ces informations ont été collectées. La réalité des blockchains aujourd'hui, c'est ça. Donc, pour vous donner un autre exemple encore un peu concret avant qu'on soit coupé, vous me dites, vous me donnez un top de 5 minutes avant qu'on soit coupé. Euh, Imaginons le problème du rappel d'un produit défectueux dans notre histoire de yaourt, dans notre histoire de lait infantile, puisque vous savez qu'on a des scandales depuis 10-15 ans régulièrement sur des produits alimentaires, notamment le lait infantile. Eh bien, si on détecte à un moment qu'il y a eu, je ne sais pas moi, de la salmonelle, une espèce de bactérie à laquelle je ne comprends rien, mais qui a pollué le produit que je vais vendre, le lait pour bébé ou le lait de consommation courante, eh bien, je vais savoir de quelle eau provient, de quelle usine provient le problème. Et si j'ai bien assuré le suivi de l'information, bah, je vais savoir que le lait qui pose problème, qui a été stocké à tel endroit, tel jour, telle heure, dans telle usine, eh bien, je sais que ce lait va être utilisé pour faire les pots de yaourt numéro 123 812 à 497 893. Les machines me le permettent. Je sais qu'il aura transporté, je m'en fous. Mais par contre, au moment où le consommateur va arriver à la caisse enregistreuse, eh bien, la lecture optique des codes barres, des QR codes va me permettre de savoir, ah, attention, votre pot de yaourt fait partie du lot problématique. Donc moi, professionnel de la vente, je suis un bon professionnel. J'ai reçu une alerte du fabricant de yaourt. Je suis en mesure de dire au consommateur, attention, nous avons un problème sur ce produit, c'est bon pour vous, je le retire de la vente, je ne vous le vends pas. Donc, vous voyez, il y a un changement. Bon, c'est pas tout, ça fonctionne pas encore partout, mais l'idée, au fond, c'est ça, c'est comment on va automatiser le traitement de toutes ces informations pour le faire de manière utile. Et ben, si on peut prévenir le consommateur sans faire des usines à gaz d'informations, aujourd'hui, ah oui, une information que je ne vous ai pas donnée. Aujourd'hui, les rappels de produits alimentaires dans les supermarchés se passent de la manière suivante. Je suis le responsable d'un super, hyper, de la marque que vous voulez. Le matin, quand j'arrive, avant d'ouvrir au public, je reçois des fax où on me dit que le produit de telle marque, de telle nature, du lot numéro tant au numéro tant, faut l'objet d'un rappel de la part de leur fabricant. Et c'est à moi, quand je reçois un fax, une télécopie. Hein, donc nous, cabinet d'avocats, nous, Constellation, on a même plus de fax aujourd'hui, on s'en sert même plus. Eh bien, eux, ils reçoivent des fax. Il faut qu'ils aillent dans les rayons et dans les stocks, trouver le produit pour le retirer de la vente. Vous voyez, donc c'est un système qui fonctionne pas très bien. Eh bien, aujourd'hui, si vous arrivez à automatiser ça parce que vous avez cette information traçable, vous savez que les produits du lot 1 au lot 18, il faut les retirer de la vente et que la machine vous permet de savoir, ne serait-ce qu'au niveau de la caisse, qu'il faut vendre ce produit, que vous pouvez vendre ce produit ou ne pas le vendre, vous avez un gain phénoménal de gestion de votre information. Allez, je vous donne encore deux, trois autres exemples pour sortir de l'alimentaire ou du Bitcoin, vous voyez, parce que c'est en vous montrant des exemples que vous allez comprendre combien ça peut être intéressant. La gestion des droits de propriété intellectuelle. Eh bien, si moi, je suis éditeur de musique et que je diffuse vis-à-vis des plateformes, il suffit que j'enregistre la mise à disposition d'un fichier MP3, clairement, via un flux de données en streaming, ça pose aucun problème. Qui est le titulaire des droits? J'ai mis cette information dans la plateforme, dans la blockchain. Qui va aller lire? Eh bien, au moment où moi, user, je veux me connecter via Deezer, Spotify, Apple Music, ce que vous voulez, eh bien, hop, mon terminal va envoyer une information que je vais stocker dans une blockchain. Tel jour, telle heure, j'ai demandé le droit, je l'aurais payé ou pas, c'est un autre problème, mais j'aurais demandé le droit d'accéder à tel fichier. Et on saura que c'est tel terminal qui aura eu l'accès à un morceau de musique, à un film, à une image, à ce que vous voulez, à un jeu vidéo. Ça marche de la même manière. Monsieur, Oui, excusez-moi, il reste 5 minutes. il reste 5 minutes. Oui. Je vais tenir les 5 minutes et après, on va faire une vraie pause. Merci. Vous voyez, de la même manière, en propriété intellectuelle. Le côté génial, enfin, le côté problématique aujourd'hui
du droit d'auteur en Europe, c'est qu'on ne fait pas de dépôt. Donc on ne sait pas, enfin, c'est quand même compliqué de savoir qui est titulaire des droits d'auteur. Et moi, je peux vous le dire, en termes de BD, il y a des BD que j'aimerais utiliser. Je ne suis pas en mesure de retrouver le titulaire des droits de propriété intellectuelle actuels, aujourd'hui. Vous avez des œuvres qui ont été cédées, des éditeurs qui ont disparu, je ne sais pas qui sont les catalogues. Eh bien, si vous ancrez la titularité des droits sur une œuvre, qui est titulaire des droits sur une œuvre et que vous ancrez ça dans une blockchain, eh bien l'information, elle est immuable. Elle pourra évoluer. Le jour où je cède mes droits sur mon œuvre à un bénéficiaire, eh bien, il suffit d'envoyer un message dans la blockchain et la blockchain permettrait en permanence de savoir qui est, ouvrez les guillemets, propriétaire, fermez les guillemets, de quoi. Et de la même manière, on pourrait savoir en permanence qui a un droit de lecture ou qui a un droit d'écriture, c'est-à-dire un droit de dupliquer ou un droit d'écouter en streaming, par exemple, un certain nombre d'informations. Car si on veut le synthétiser comme ça, une œuvre de l'esprit, eh bien, ce sont des informations binaires que je vais mettre à disposition de quelqu'un. Vous voyez, la création d'une œuvre de l'esprit, on pourrait se passer des huissiers, on pourrait se passer des notaires, on pourrait se passer des enveloppes solo, on pourrait se passer des lettres recommandées pour se dire qu'on est bien le propriétaire des codes sources puisque je me les envoie à moi-même, ce qui est un truc qui est encore pratiqué dans l'industrie du logiciel. Voilà, il suffirait d'avoir un système basé sur une blockchain, ce qui serait extrêmement transparent et apporterait une grande certitude de qui a écrit quoi et quand. C'est moi l'auteur de telle œuvre, je l'ai enregistré dans la blockchain à tel jour et à telle heure. Et avant qu'on me démontre que c'est faux, de l'eau va couler sur les ponts. Encore un exemple avant qu'on s'interrompe. Aujourd'hui, nous, cabinet d'avocats, nous sommes en train de finaliser la construction d'une blockchain dans laquelle des œuvres d'art vont être divisées en copropriétés et chaque part de copropriété va être représentée par un token. Donc c'est une plateforme qui n'est pas encore en production, mais on est en train de le finaliser. Eh bien moi, consommateur, moi, amateur d'art, je vais pouvoir acheter 20%, 5%, 14% d'une œuvre. Je vais avoir un token et je vais pouvoir m'assurer de la cession de mes tokens contre du vrai argent via cette plateforme, puisque toutes les données vont être enregistrées dans une blockchain opérée par un prestataire spécialisé. C'est donc bientôt en production. Matière fiscale, c'est pareil, j'ai des déclarations à faire, ça va être magnifique. Je vais mettre ma déclaration dans une blockchain, ça va être horodaté, on va savoir que c'est moi, ça va être magnifique. L'administration fiscale n'aura plus besoin que d'avoir un droit de lecture sur ces déclarations fiscales, sur ces informations qui seront mises dans une blockchain à laquelle l'administration fiscale aura accès. Et vous faites ça pour le cadastre, le suivi de la propriété, et vous faites ça pour vérifier des diplômes. Vous voyez encore sur cette illustration. On va s'arrêter là sur les cas d'usage. Vous voyez, il y en a des dizaines et des dizaines. On s'interrompt.